Bonjour, je suis Catherine Dominguez, je suis chercheure au LASTIG et je vais vous présenter des travaux qu'on a réalisés dans le contexte du projet Parvis et qui consiste à la caractérisation de la ville du futur à travers un corpus de science-fiction. Donc Parvis, c'est pour Parole de Ville. Il s'agit d'un projet qui a été financé par l'ICIT Futur et qui vient de se terminer en décembre 2022. Les objectifs, c'était la représentation de la ville du futur par l'identification d'imaginaires futuristes urbains et en particulier le sentiment futuriste des habitants et des habitantes des villes. Et les discours considérés sont variés, de la littérature, mais aussi des discours iconographiques ou sonores. Donc, c'est un projet interdisciplinaire qui a rassemblé des chercheurs de nombreuses disciplines, avec une caractéristique, une démarche de recherche-création qui a été mise en place, à la fois pour la partie sonore et pour la partie littéraire. Et il y a en particulier une artiste en résidence qui a été recrutée. Et la responsable du projet, c'était Irène Langlais, du laboratoire LISA de l'Université Gustave Eiffel, c'est-à-dire LISA, c'est Laboratoire Littérature, Savoir et Art. Donc, au LASTIG, ce que l'on a fait, on a travaillé dans deux champs disciplinaires, le traitement automatique des langues TAL, donc, et la cartographie, avec différentes actions qu'on va détailler. Donc, la première, elle concerne la construction d'un corpus de travail. Puisqu'on s'intéresse à des discours et à des discours verbalisés, donc il y a du texte, il faut que ces textes, on les constitue sous forme de corpus pour en faire quelque chose de cohérent et qu'on puisse analyser avec des outils de TAL. Donc la construction l'objectif, ce qui a été fondateur pour la construction du corpus, c'était donc on recherchait des descriptions de la ville dans la littérature de science-fiction et de fiction climatique, avec les caractéristiques thématiques, évidemment, la ville et le climat. On a choisi, enfin quand je dis on, c'est le corpus a été construit par l'équipe littéraire, en particulier par Nadège Perel, qui était doctorante, et Irène Langlais, sa directrice de thèse. Donc l'ère culturelle choisie, c'est elle est nord-occidentale, avec essentiellement des romans en français, français de France, français de Belgique, français du Luxembourg, je ne crois pas qu'il y en ait, mais voilà, c'est l'idée, ou de l'anglais britannique ou de l'anglais américain. Pour aider à la construction du corpus, on a utilisé de la littérature critique sur la science-fiction, des médias de catalogage et des bases de données de la BNF. Les romans sélectionnés, ce sont des romans qui font référence du point de vue diégétique, c'est-à-dire la construction de l'univers de la science-fiction, du point de vue thématique ou esthétique. Et la période de construction, c'est de 1961 à 2020. Donc 1961, c'est la parution d'un roman de James Ballard qui s'appelle Le vent de nulle part, qui est un peu fondé sur une catastrophe climatique. Et on s'est arrêté à 2020 parce que 2020, c'est la Covid, le confinement, et on ne voulait pas que ce thème pollue le thème de la ville du corpus précédent. Donc finalement, ça a donné 131 romans sélectionnés par l'équipe de littérature, environ 86 mégaoctets, et on travaille donc sur le français, c'est-à-dire des romans éventuellement traduits. Donc au LASTIG, on a continue avec l'encadrement de stage. On en a fait deux, mais je vais ne vous en présenter qu'un seul, celui qui était en collaboration, en co-encadrement avec Xuan-Ming Dong, qui était doctorant au LASTIG. Et c'est Samy Gambourg, qui était en master et qui est maintenant donc en thèse, qui vous a présenté son poster ce matin, qui a travaillé sur la caractérisation de la ville dans la science-fiction. L'objectif, c'était d'identifier les lieux de la ville du futur, éventuellement des nouveaux lieux, et les fonctions associées à ces lieux, éventuellement des nouvelles fonctions. Donc les outils et méthodes, évidemment, c'est à partir du corpus que l'on a construit, avec des outils et méthodes de TAL et de traitement statistique des données, et à l'aide d'une ressource terminologique importante qui est l'aventure des mots de la ville. Donc, cette aventure des mots de la ville, c'est un glossaire de 533 termes. La date de parution, c'est 2010. C'est un ouvrage de référence pour des urbanistes. Sur les 533 termes, il y en a simplement 183 qui figurent effectivement dans le corpus des 130 romans. Et ces termes sont, donc vous voyez un histogramme avec les noms de lieux. Et ces lieux, ils sont regroupés en 4 thèmes: habitation, circulation, division et agglomération.
Donc, on s'intéresse à des lieux et à des actions associées à ces lieux. Donc, d'un point de vue syntaxique, linguistique, on va dire, ça correspond à des noms de lieux, puisque les lieux sont désignés par des noms, et les actions associées à ces lieux, ce sont des verbes ou des noms prédicatifs, mais on s'est limité à des verbes. Et donc, pour trouver ces associations lieu-action, on a fait du co-clustering entre les noms de lieux et les verbes associés. Donc ça, c'est le tableau des verbes qui ressortent en première itération, parce qu'en fait, on en a fait deux. Donc on va regarder simplement le premier cluster, parce qu'il n'y a pas trop le temps. Le premier cluster, il est caractérisé par la force positive la plus importante, c'est le verbe traverser. Ensuite, c'est atteindre, puis franchir, envahir, parcourir. Donc, ce sont des verbes de déplacement. Les lieux associés, tunnels, squares, chaussées, carrefours, sont des lieux publics qui, en fait, désignent les origines et les destinations et aussi les points d'étape de ces différents déplacements. Et puis, dans cette partie-là, on se rend compte que les lieux dont on parle sont aussi délimités. On parle de la frontière des lieux grâce à des expressions comme bord de l'autoroute, bord du tunnel, bord de la chaussée. Et ça fait aussi partie du cluster. Donc, en termes de résultats, alors, je vais évoquer tout de suite pour éliminer la question, puisqu'on est parti d'un glossaire, on s'intéresse à des lieux dont les désignations existaient déjà. Donc on pourrait se poser la question, mais si on invente des nouveaux lieux, alors il est possible qu'il y ait des nouveaux noms de lieux. Donc ça, cette hypothèse-là, on l'a analysée. Je ne présente pas les résultats. On l'a analysée grâce à un outil qui s'appelle Unitex, qui permettait d'identifier par rapport à des dictionnaires électroniques les termes qui n'existaient pas, qui étaient inventés, qui n'existaient pas dans les dictionnaires. Et donc on a ensuite vérifier que ces mots inventés qui se trouvaient en position syntaxique de lieu n'avaient pas en termes d'importance, d'une importance comparable à ceux justement qu'on a pu identifier dans les clusters. Donc de toute façon, ils passent au-dessous des radars en fait, s'ils existent. On peut se rendre compte que les thèmes les plus évoqués dans la classification, c'est la circulation et l'habitation, donc finalement des préoccupations qui sont assez voisines de celles des habitants du XXIe siècle, avec simplement deux différences qui sont un peu notables. C'est le type de peuplement qui est évoqué dans le corpus, c'est la colonie, et la colonie, elle est associée au déplacement qui sont rendus obligatoires à cause du changement climatique, à cause d'une sécheresse, d'une inondation, de manque de végétation, impossibilité de vivre, des choses de ce genre. Et puis les habitats, ils sont contrastés. On a deux types d'habitats qui sont représentés. Avec donc le contraste entre huttes, tentes, cabanes, des habitats qu'on pourrait qualifier de précaires, de pauvre qualité et qui abrite des gens qui vont se déplacer. Et ça s'oppose à un habitat pérenne qui est plutôt synonyme de luxe ou de prouesse technique comme les tours et les gratte-ciel. Donc on a vu le premier type de travaux. Le deuxième, c'est un atelier de cartographie qui a été ouvert au public, qui a été mis en place en collaboration avec Laurence Jolivet donc, du LASTIC et Éric Mermet de l'EHESS. L'objectif, c'était d'identifier les traces des imaginaires du futur urbain développés dans l'expérience quotidienne des habitants et des habitantes des villes du XXIe siècle, puisque dans la thématique du corpus, on avait du changement climatique, on a problématisé ça en disant on va s'intéresser aux perceptions de la chaleur et donc par contraste de la fraîcheur en ville. Et puisqu'on parle de perception, on est dans un champ disciplinaire qui est la cartographie perceptible et sensible. On a une expérimentation, donc un protocole d'expérimentation. Les caractéristiques, on voulait des observations personnelles, centrées sur la chaleur et la fraîcheur. Puisqu'on veut faire des cartes, on a besoin d'observations localisées. On voudrait des informations qui sont liées au sens, puisque la chaleur et la fraîcheur, ça se perçoit d'abord par les sens, donc ce sont les informations perceptives. On peut faire des associations en termes d'appréciation, d'émotion, d'association d'idées, les informations sensibles. Et puis, dans les consignes figurait le fait de s'intéresser aussi aux éléments que l'on pouvait considérer comme connotés aux perceptions de chaleur et de fraîcheur, c'est-à-dire la végétation, l'hydrographie, le trafic, les textures du sol, les odeurs, les sons, les couleurs, enfin des choses de ce genre.
Dans le protocole, on avait évidemment fixé l'itinéraire. C'était une boucle d'environ 3,5 km pour 1h15, 1h30 de parcours. Certains ont été plus rapides. Le sens du parcours influe sur la perception. Donc, on a fait varier les sens de parcours. En fait, il y en avait 2. Et un sens a été attribué à chacun des participants ou des participantes. Donc, ce que je vais montrer... c'est simplement des légendes de cartes. En fait, j'espère que vous voyez mieux que moi, parce que moi, je ne vois rien à l'écran. Donc, 2 légendes de cartes parce que les observations ont été personnelles. En revanche, les restitutions ont été faites sous forme de cartes collaboratives. Donc, 2 légendes de cartes qui sont présentées. On peut vérifier que certains éléments sont considérés comme importants dans les 2 groupes. Par exemple, ce qui concerne le sonore, on a dans les 2 groupes, dans les 2 légendes, une symbolisation associée au chant d'oiseaux. Dans celle de droite, on a des bruits désagréables. Dans celle de gauche, ce qui est désagréable est directement considéré comme nuisance sonore et c'est associé aux voitures, aux travaux, aux bruits d'avion. Autre élément de comparaison, c'est la végétation. À droite, on a une végétation morte. Et donc, peut-être par contraste, le reste, c'est de la végétation considérée comme vivante. À gauche, l'opposition, elle se fait plutôt entre des surfaces boisées et des lieux fleuris. Et d'autre part, il y a des éléments qui ont été jugés pertinents, légitimes, intéressants dans une légende et pas dans une autre. Par exemple, à gauche, on a dans la légende la présence de symboles pour des défenses anti-squat et des déchets. Donc là, c'est simplement des exemples parce qu'on avait donné, puisque c'était une carte collaborative, de très grands morceaux de papier aux participants. Ça dépassait le A0, donc ce n'était pas possible de les photographier en entier. C'est juste des détails que vous pouvez regarder. Un autre détail avec la légende qui était auparavant à gauche. On voit que bien que la légende soit quand même assez riche, les personnes qui ont fait la carte ont considéré nécessaire de rajouter des informations verbales, textuelles sur la carte, donc en plus de la légende, comme la présence de moutons, des odeurs d'été parce que c'est des barbecues associés à du barbecue, une place qualifiée de petite et puis des présences de vélos grillagés. Donc les résultats sur la cartographie, j'ai fini. Les données sélectionnées, elles dépendent évidemment par le protocole, mais elles sont légitimées par le protocole. Elles sont non pérennes, partielles, subjectives, mais elles représentent quand même un certain type d'informations importantes, en particulier quand on veut faire de l'aménagement de zones. La représentation des données, puisque quand on fait une carte, on a des données, puis la manière de la représenter. La représentation, elle a des difficultés qui sont dues à la nature des données, localisation imprécise, une emprise approximative. Mais il n'empêche que ces cartes constituent des visualisations de l'imaginaire des participants, mais en retour, enfin dans le sens inverse, elles peuvent constituer pour ces participants des supports imaginaires en termes de parcours ultérieur de promenade urbaine ou bien de prise en compte des questions de changement climatique qui font partie de l'actualité. Voilà, merci. Merci beaucoup Catherine. Je vous en prie, s'il y a des réactions, des questions. Alors moi j'ai une petite question. Dans les recherches de lieux que vous avez faites, vous avez cherché des types de lieux ou des toponymes? Et si pas du tout des toponymes. D'accord, et vous n'avez pas de toponymes imaginaires du tout dans les textes? Oui, les toponymes imaginaires, bien sûr qu'il y en a, mais... Les toponymes imaginaires, bien sûr qu'il y en a, mais c'est un autre type de recherche, c'est-à-dire qu'il faut identifier, alors là avec des outils complètement symboliques, autant le co-clustering par exemple c'est fondé sur de l'apprentissage, autant cette recherche-là elle est fondée sur des méthodes symboliques. Donc on considère à tort c'est un indice, un nom propre commence par une majuscule. Donc tous ces mots qui commencent par une majuscule ou qui sont entièrement constitués de majuscules sont a priori des mots qui ne sont pas dans le vocabulaire des noms communs, mais dans le vocabulaire des noms propres. Donc on aurait pu rechercher effectivement des noms de toponymes là-dedans. Mais ce qui se mélange là-dedans, c'est les noms des personnages, et il y en a beaucoup.
des noms inventés qui ne correspondent pas à des lieux, enfin toutes les entités nommées, les noms de personnes, les noms de compagnies, il y en a aussi beaucoup dans ce corpus-là, ou des choses considérées comme caractéristiques de cet univers-là, mais qui ne sont pas des lieux. Donc on ne s'est pas du tout intéressé aux toponymes. Et en plus, une question importante, c'est que sur les toponymes, puisque vous avez vu que les romans viennent du français, mais aussi de l'anglais, le problème de la traduction qu'on n'a pas du tout abordé, mais c'est un problème absolument crucial, et les noms de lieux sont parfois traduits, selon les traducteurs, et parfois non traduits. Donc on aurait eu en plus ce type de difficulté, de ne pas pouvoir comparer exactement les choses.